cuisiner? Est-ce que j'adore cuisiner? Ah, ça m'étonne pas. Parce que comme écrire un roman, c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. C'est un plat réussi, il y a des ingrédients, il faut savoir manier les épices, les marier juste à la précision, comme un grand chef, Tout à fait. pour Parce que ça infuse. oui, parce que c'est vrai, moi j'y ai encore pensé. C'est le grand chef qui, je veux dire, fait son marché vespéral très tôt. Il ne sait pas encore la veille ce qu'il va préparer parce qu'il va découvrir. La construction de ton roman, j'ai l'impression que c'est comme ça aussi. Ça dépend des romans. Dans La Saignée, pour le dernier, c'est vrai que j'ai fait un plan très complet avant de me mettre à rédiger. Et ça a été exactement comme ça. Je piochais tous les ingrédients que j'avais envie de mettre. Donc au fil de mes envies, ça a commencé par les personnages, par les lieux, par une thématique de fond qui est venue quelque part après. Et ouais, comme quand on fait son marché, je me suis dit, tiens, le dark web, j'ai envie d'explorer les tréfonds des méandres de l'âme humaine, donc la face cachée qu'on a tous, sous le masque, ce qui correspond finalement à, sur Internet, cette partie immergée du web, où toutes les données sont anonymes. Et j'ai commencé à faire mon puzzle comme ça, comme j'établirais un plat. Un plat nouveau. Oui, comme j'imagine, parce que je reviens toujours au chef qui parfois, je dis, va tomber à court d'un élément, va le remplacer par un autre, mais il va te vendre ça comme de l'agneau, quoi. Et c'est pas de l'agneau. J'ai l'impression que dans tes personnages, tu es comme ça aussi. C'est exactement ça. Tu nous présentes un personnage, tu nous fais croire quelque chose, et ça, c'est le fin manipulateur que tu es. Au long des chapitres, hein, parce qu'encore une fois, c'est 100 et des chapitres qu'il y a eu, si je ne me trompe pas. Oui. Une bonne centaine, 160. J'ai pas le compte en tête, mais oui, c'est largement plus de 100. Voilà. Mais c'est de la manipulation en plein. C'est du jeu, plus que de la manipulation. Je vois ça quelque chose pour moi, l'écriture, c'est ludique. Oui. Et l'écriture aussi, l'acte d'écriture est indissociable de l'acte de lecture. Donc quand j'écris, je pense à la manière dont ça va être perçu par le lecteur. Je suis mon premier lecteur. Et donc je ne parlerai vraiment pas de manipulation, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais plus ouais, de jeu. De jeu de puzzle. Après, toutes les histoires ont déjà été racontées, clairement. Toute histoire est conçue à peu près de la même manière, comme un plat. Il faut les ingrédients de base, il faut la cuisson, etc. Là, il y a le début, où on présente les personnages, il y a ce qui leur arrive, c'était tout le milieu, toutes les péripéties, et il y a la conclusion. Donc, toutes les histoires, en fait, rentrent dans le même moule, si je peux dire. Et pour continuer les métaphores culinaires. C'est important, hein. Ouais. C'est important parce que Simonetta Greggio, qui avait fait aussi dans le petit magnifique ouvrage qui est Étoile, tout à fait, a aussi cette subtilité-là. Hein. Et puis il faut aussi que il y a le goût final qui va rester, comme en musique, voilà, les dernières impressions, la coda d'un morceau. Il faut qu'il y ait cette récompense au lecteur à la fin. Et également, un peu comme un plat, il y a l'intitulé, La Saignée. Ça annonce la couleur saignante, pour le coup. On va continuer comme ça. Non, mais en plus, réellement, effectivement, ça colle parfaitement. Il y a donc cette promesse de l'intensité qu'on va avoir. Il va falloir gérer toutes les couches différentes. Le croquant, le croustillant, le salé, le sucré, le doux, amer. Moi, je ne sais pas y déroger, hein, parce que tout au long du récit, je me suis retrouvé... tous les personnages. Tout à fait. C'est ça, on croit les comprendre, ils sont entre ombre et lumière. Oui. Et comme chacun, il n'y a pas... En fait, surtout dans La Saignée, je pense, de tous les romans que j'ai écrits, c'est celui où vraiment tous les personnages sont en demi-teinte. Il n'y a pas... Et mis en rapport avec, comment dire, une société dans laquelle on vit qui est justement binaire, où c'est tout blanc, tout noir, il y a Twitter, les réseaux sociaux, on est toujours ou pour ou contre, on est avec quelqu'un ou contre quelqu'un, et ça pousse les gens à sortir le plus mauvais d'eux-mêmes en fait. Et alors que l'âme humaine est beaucoup plus complexe, y compris dans nos propres blessures, nos propres espoirs, tous les efforts que l'on fait pour se relever quand on est tombé, ce qui est un peu ce qui arrive dans mon personnage principal, tout ça c'est toujours en demi-teinte, on n'a jamais réellement raison, on n'a jamais réellement tort, on fait beaucoup d'erreurs, on se cherche beaucoup, et toujours pareil dans une société qui ne nous donne pas forcément de place. Tu viens de croiser ici Benoît Feron, qui est un photographe. On a aussi parlé de ces demi-teintes aussi. C'est aussi toute la subtilité dans la photographie comme dans l'écriture. Et ce qui donne la vie, ce qui donne ce feeling, ce qui est fabuleux dans l'écriture, en fait, comme en cuisine, c'est que c'est une construction artificielle. C'est pensé, c'est construit, et le résultat doit paraître évident
naturel du coup, et pour un roman précisément, évoquer quelque chose, voilà, la vie réelle. Mais ça c'est une construction, donc c'est un paradoxe que j'aime bien aussi. Et la vie réelle étant justement en demi-teinte, le tout est de jouer avec toutes ces saveurs. Comment? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ouais. C'est ce fameux spam qui arrive sur l'écran, voilà. cette fenêtre et bing, 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 et qu'il faut fermer systématiquement. Voilà. L'obsession. L'obsession. Dès le départ? Quand j'ai eu l'idée de La Saignée, c'était clair que ça allait être un roman qui allait parler d'obsession. Je me souviens très précisément, je l'ai raconté plusieurs fois déjà ailleurs, mais je vais le re-raconter ici parce que c'est important. J'étais en train de courir un matin, au bord d'une étendue d'eau, d'une base nautique, à Vers-sur-Marne très précisément, et j'ai eu l'idée de mon personnage principal, d'Estelle, une boxeuse, ancienne boxeuse, ancienne flic, personne brisée, qui déteste sa vie, clairement, et qui est en train de courir, comme chaque matin, après une nuit de boulot, d'un boulot qu'elle déteste. Elle est garde du corps dans le milieu de la nuit, enfin garde du corps de seconde zone, ça de la sécurité pour des gens pas très recommandables à chaque fois. Et j'ai eu cette... elle m'est vraiment, le personnage m'est vraiment apparu, ça m'est arrivé rarement, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce qu'habituellement les personnages je les crée, je me dis tiens, j'aimerais une personne qui ait ce travail-là, qui ait ce physique-là, qui ait ce problème dans la vie. Et là elle est vraiment arrivée, je l'ai vue à côté de moi, je me suis dit mais c'est ça, elle vient de finir sa nuit de boulot, elle court, elle va avoir en plus une syncope parce que elle mange pas, elle se nourrit de café, enfin, elle fait du sport à outrance et elle se tue au boulot et elle dort pas. Et du coup, je me suis dit, dès le début, je ne savais pas encore de quoi le livre allait parler, mais je me suis dit, ça va être une histoire sur l'obsession, sur qu'est-ce qui pousse cette femme à s'écrouler, à avoir cette perte de connaissance, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'elle ait l'impression que la société l'ait rejetée et qu'on ne lui donne pas de deuxième chance, qu'est-ce qui fait qu'elle a cette violence absolue en elle. C'est une personne avec une émotivité très intense, mais sous la surface. Elle a toujours cette apparence de statue de marbre, elle garde tout pour elle. Donc quand elle explose, elle explose. Et elle fait du mal aux gens. Et je ne spoile pas vraiment le roman en disant ça. Mais voilà, c'est vraiment le point de départ. Et on comprend qu'elle est assez complexe, qu'elle ne dit pas tout. On voit qu'elle a un couple qui ne va pas du tout. Et voilà, le roman est vraiment centré autour d'elle. Et je me suis dit, voilà, ce livre-là va parler de ce qui se passe sous la surface, de notre côté obscur, dont le dark web. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ça va avec le concept de l'obsession, ça va avec le thème des pièces rouges, avec cette fameuse phrase qui était en japonais au début, si je m'abuse, « Est-ce que tu aimes ?», qui s'affiche en rouge avec écrit en noir sur l'écran, et qu'on n'arrive pas à enlever, ou qu'on est obligé d'enlever plein, parce que ça pourrit tout l'écran. Et je me suis dit, voilà, je vais creuser. Et tous les autres personnages sont venus à la suite, se sont agrégés à partir de là. C'est là que j'ai fait mon plan, que j'ai créé ma recette en me disant, tiens, j'ai besoin d'un flic. Lui, elle est à Paris, donc lui, il va être à Marseille. Un flic lui aussi obsédé par plein de choses. Il a une revanche terrible à prendre sur la vie. Il est très mal vu de ses collègues. Il se prend pour un super-héros. Il a vraiment des choses à se prouver. Donc lui, il va être obsessionnel lui aussi. Il va découvrir ces fameuses pièces rouges, ces red rooms sur internet, qui sont donc un mythe, c'est le mythe ultime du dark web, donc le dark web étant cet endroit anonyme du réseau, et les red rooms étant ces pièces, c'est un mythe, je le répète, mais j'ai joué avec ça, où on pourrait, contre de fortes sommes d'argent, donner des ordres à un bourreau en direct, et torturer quelqu'un, comme on le souhaite, jusqu'à la mise à mort finale. Et donc toujours cette idée de, voilà, qu'est-ce qui nous obsède, quels sont nos plaisirs, qu'est-ce qui nous dévore, quelles sont nos envies inavouables. Et progressivement, j'ai eu d'autres éléments. J'ai eu une flic à Paris qui, elle aussi, classe tout, est très pinailleuse. Un Marseillais aussi. Il y a aussi le Marseillais. Il y a plein de... Il y a le dealer d'armes à Marseille, qui lui, qui est un petit jeune un peu paumé, qui a participé à ces pièces rouges. Il y a tous ces personnages qui se sont mis en place. Et il y a aussi les hommes qui vont entourer Estelle, parce que donc Estelle, c'est ce personnage de boxeuse qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société, où la femme est quand même prise au piège dans une société misogyne. C'est pas un roman à message, mais quand même, il y a cette idée de la place de la femme et du rapport homme-femme. Donc elle, c'est une femme qui peut se comporter comme un mec, qui a cette violence, cette brutalité inacceptable pour une femme,
Et clairement, elle est c'est la seule femme qu'on peut imaginer capable de casser la gueule à tous les mecs. Et elle se fait toujours, enfin elle s'entoure toujours de, à part son petit ami, qui est adorable, mais avec qui ça marche plus, paradoxalement, elle s'entoure d'employeurs qui sont tous des ordures, dans le milieu de la nuit. Plus tard, elle va bosser pour, je spoile pas trop le bouquin, mais elle va travailler pour un écrivain, qui est aussi quelqu'un de très sulfureux, très abject en fait. Dès le début, on voit que c'est un salaud. Ce qui est très amusant dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est cette obsession. Ouais. Alors tiens-toi bien, il y a quelques mois d'ici, j'ai lu un autre ouvrage qui n'a rien à voir avec ton style d'écriture, mais qui est aussi l'obsession. Pourquoi le gars, il reçoit toujours des spams, et son bouquin s'appelle « Confession ou les spams d'une âme en peine ». Impossible de déliter, donc il y a toujours comme chez toi le message qui vient, et si bien qu'il y a une conversation, alors je te ferai découvrir cette carrément. C'est une subtilité où nous entrons en scène aussi pour communiquer avec ce fameux spam. Tu vas voir, c'est génial. Quoi. Alors, je reviens... Tu as attisé ma curiosité. Donc c'est Alain Cadéo qui a écrit Confession ou les spams d'une âme. C'est pour ça que je l'ai mis derrière toi, tu vas voir. D'accord. C'est magnifique. Alors, je reviens à ton ouvrage. Malgré tout, tu me dis que tu as déjà conceptualisé, je veux dire, la colonne vertébrale. Est-ce que malgré tout, en cours d'écriture, tu ne développes pas quelque chose qui est inattendu au départ? Alors, pour l'assigner, pas vraiment. Même dans l'entourage de l'écrivain? Ouais, alors en réalité, pour le livre précédent, pour Vindicta, j'avais réellement jeté à la poubelle mon scénario à la moitié. Parce que je voulais avoir un rendu à fleur de peau. Enfin, tous les personnages sont à vif. Et je voulais que vraiment soit écorché vif. Voilà. Et du coup, pour Vindicta, j'avais un scénario très précis, je l'ai abandonné, c'est parti totalement ailleurs, c'était beaucoup plus logique sur le crescendo que j'avais mis en scène. Pour la saignée, je voulais vraiment une horlogerie, un puzzle parfaitement établi. Je voulais que le lecteur soit surpris. Je voulais mettre en place aussi des parcours de personnages très divers. J'aime bien l'horlogerie parce que je vois cette petite roue qui tourne plus lentement. Voilà. C'est ça. Il y a un compte à rebours en plus. Voilà. Ça. Mais tout ça, il fallait que ce soit une construction extrêmement stable. D'accord. Justement pour pouvoir placer tous les petits éléments de surprise. Enfin, moi, je savais exactement. J'avais fait des calendriers, j'avais l'historique, ce qui n'est pas dans le roman, mais tous mes personnages, de comment ils étaient jeunes, quelles ont été les étapes principales de leur vie. Et je voulais que tout se croise de manière la plus efficace possible. Et donc j'ai mis en scène tout ça. Et donc j'avais pas trop de liberté dans le scénario à proprement parler. En revanche, pour l'écriture, évidemment, les scènes peuvent se métamorphoser en cours d'écriture. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'on efface des choses, on écrit, parfois on se rend compte au bout de 200 pages que la même idée, qui était très importante, on l'a écrite 3 fois d'affilée, à 20 pages d'intervalle. Donc il faut trouver lesquelles on peut supprimer, parce que le lecteur, une fois qu'on lui a dit quelque chose, c'est pas la peine de le répéter. Et même si dans le roman, intentionnellement, je voulais qu'il y ait une sensation un peu d'apesanteur, ou quand justement Estelle commence à vraiment perdre pied, je voulais pas que ça aille trop vite, parce que je voulais vraiment mettre en scène ce vertige, où elle-même se met à douter de sa propre santé mentale, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a pu faire, ou des choses comme ça. Et je fais très attention à ne pas dévoiler les éléments importants de l'intrigue. Mais voilà, c'était important. Donc, mais ça, c'est le scénario initial qui m'a permis d'avoir cette structure générale. Et après, je pouvais jouer, justement, je pouvais affiner, je pouvais ajuster. Mais pour toi, c'est un jeu, mais pour nous, on est mené par le bout du nez. Hein. Mais c'est un contrat passé avec le lecteur. C'est que le lecteur sait qu'il est en train de lire du divertissement. Le lecteur sait que je suis là pour le divertir, je suis à son service. Et maintenant, il faut qu'il me fasse confiance, je lui prends la main et je l'amène là où je veux. Mais en espérant que ça va lui faire vivre des sensations fortes, un peu comme quand on va à la fête foraine, dans le train fantôme ou le Grand 8. Voilà, mon boulot consiste à donner des émotions fortes au lecteur. C'est vraiment comme ça que je vois ce que je fais. Quand on m'a annoncé que tu allais venir, on m'a dit, mais Willy, tu sais, il est très crash. Mais en réalité, dans la vie réelle, il y a encore des choses beaucoup plus graves qui se déroulent. Ah mais ce que j'écris n'est pas trash. Enfin, mais ça m'amuse parce que je lis évidemment les critiques sur internet et j'entends ce que disent les gens. Il y a d'autres écrivains, collègues, je pense à Karine Giebel notamment,
qui écrivent des choses beaucoup plus horribles que ce que je peux imaginer. Je suis super fan de Karine Jebel, mais quand je la lis, d'ailleurs je viens de recevoir son dernier, là, Gun Afrique, que je vais bientôt commencer, je suis épouvanté et je me dis mais ce que j'écris moi c'est oui oui à côté, alors que non, ce qui est amusant, c'est que le livre existe différemment dans l'esprit de chaque personne. Le livre à la base, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'émotion, c'est du papier blanc avec des taches noires dessus, et tout naît dans l'imaginaire et la sensibilité de la personne qui est en train de le consommer. Et c'est ce tour de magie qui me fascine. Et en réalité, quand on prend donc La Saignée, il n'y a pas de description de torture. Il n'y a pas... Mais c'est en toile de fond, c'est oppressant, on sait que c'est là. La violence psychologique est pire. Hein. Oui, mais elle est toujours là. Elle Oui. scie les nerfs, effectivement, cette petite musique derrière. Mais des lecteurs mentionnent souvent le prologue comme quelque chose d'horrible. Le prologue, je ne décris rien, c'est quelqu'un devant son ordinateur, se connecte à la pièce rouge, il y a une femme, elle est assise sur un fauteuil médical, il y a un bourreau, il y a des outils, des scies, des couteaux, des marteaux, des choses horribles. Et des agrafeuses. Des agrafeuses, ouais, importantes à un moment donné. Et en fait, le chat qui s'affiche sur l'écran affiche les personnes présentes, avec des pseudonymes évidemment, tout est anonyme. Et il y a les voyeurs qui ne peuvent que regarder et encourager. Et il y a ceux qui ont payé suffisamment pour donner des ordres. Et on commence la torture. Et le personnage assis devant son écran tape, coupe-lui un sein et fait-le lui manger. Et ça s'arrête là. Je ne montre pas ce qui se passe, mais on sait. Et le lecteur a l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'insoutenable, alors que je n'ai rien montré, je n'ai rien dit. Et même si je ne reviens pas là-dessus pendant un long moment du livre, le lecteur sait. Donc il sait que c'est en train de se passer, il ne sait pas qui est derrière, et ça crée... Mais c'est des techniques de suspense en fait, avant tout. Mais tu rends le lecteur accro de cette... J'espère. Ah oui. Si je fais bien mon travail, ouais. Non mais évidemment. On rend le lecteur accro. C'est les techniques d'Alfred Hitchcock, voilà, oui. de bombe à retardement, par exemple, typiquement Hitchcockienne. Mais c'est... Ouais, le but c'est de... Et je reviens au mot ludique et au mot divertissement. C'est pas la vraie vie. La vie, elle est horrible, elle est anxiogène, on la comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe dans notre propre rue, notre propre ville. Les hommes politiques nous serinent des choses incompréhensibles. En plus, en pleine pandémie, on a vu ce que ça donnait. Et on ne comprend pas. Et donc on s'imagine en plus des choses encore plus horribles. Dans un roman, ce qu'il y a de très rassurant, c'est, et je reviens à ce que j'étais au tout début, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une thématique, on va savoir qui fait quoi, pourquoi, on va voir à la fin s'ils se font arrêter ou pas, mais il y a ce côté rassurant. Et je trouve que la réalité est bien pire, hein. Surtout en période de terrorisme, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Il y a les pauvres migrants qui sont en train de mourir. Enfin, il y a des choses... La société est terrible en fait. Donc moi, vraiment, mon rôle, c'est de donner aux gens, après une journée de travail compliquée, voilà, l'opportunité de décompresser avec des histoires certes sombres, mais quand même... qui ne sont pas la réalité, quoi, qui sont vraiment du divertissement. Quand le manuscrit est terminé, tu remets le bébé, il y a l'objet qui va apparaître, la couverture. Parle-nous un peu de la couverture. La couverture. C'est une conception personnelle ou bien c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur après le récit et qui découvre quelque chose? Ça dépend des livres. Parfois on n'a pas le choix, en fonction des éditeurs. Là, pour les éditions Fayard, pour La Saignée, avec qui j'ai un rapport extraordinaire, avec Alexandrine Auduin, ma directrice, elle a lu le livre, on avait déjà eu des échanges sur les corrections éventuelles à faire. Elle a eu un œil très acéré sur justement les moments de ventre mou, comme elle disait, voilà, où il fallait un petit peu enlever des choses pour que ça aille plus vite. Tiens, oui, là j'ouvre une parenthèse. Ouais. Tu acceptes facilement Ah ben oui, c'est le rôle de l'éditeur. Ah oui. Si un éditeur est digne de ce nom, il doit être capable, c'est pas juste un imprimeur qui va prendre le texte et l'envoyer en imprimerie. L'éditeur, il est là pour dire premièrement, ça j'aime, ça j'ai envie de le publier, et il doit avoir l'œil professionnel pour être capable de dire à l'écrivain, ton bouquin il est top, mais ton introduction, ce serait bien que tu la reprennes un peu, ta conclusion on comprend rien, ou pas, enfin, ou à tel moment, justement ce que je disais tout à l'heure aussi, cette chose-là, tu l'as déjà dite, hein, dans un dialogue, là tu le montres par l'action, mais c'est exactement la même chose. Le lecteur aura l'impression qu'il le sait déjà, et, voilà, et que le lecteur, il ne faut pas le prendre pour un idiot. Voilà, on joue avec, mais le lecteur, il n'est pas bête. Donc il connaît en plus les règles du thriller, notamment.
Et donc l'éditeur a un travail très important, et j'ai été superbement accompagné par Fayard, jusqu'à la couverture, donc, où c'est vrai que la première version qu'on m'avait soumise, qui était dans la même idée, était beaucoup moins bien, clairement. Justement, et là c'est moi pour le coup qui me suis permis de faire remarquer à l'éditeur que je trouvais la couverture un peu surannée. D'accord. Voilà. Et surtout pas en phase avec la conception que j'avais, l'image mentale que j'avais de mon propre livre. Donc on en a discuté, et je crois une semaine après, l'éditrice m'a renvoyé la couverture actuelle. Évidemment, j'ai sauté au plafond en disant mais c'est génial, voilà. Ça ressemble à mon livre, ça a le feeling du livre, cette porte, ces murs. En plus, ils m'ont fait un cadeau énorme en mettant mon nom en énorme, en charte hauteur, comme on appelle, donc le nom de l'auteur en énorme. J'ai trouvé la couverture magnifique, mais voilà. Mais on en a discuté, mais c'est quand même, ceci dit, c'est quand même l'éditeur qui a fait la couve. D'accord. Ouais, de A à Z. Elle est très, très, très réussie. Effectivement, au niveau du lettrage, au niveau de la saignée, c'est net, clair. Des couleurs, de tout. Oui. C'est pas le cas tout le temps, donc là, je suis ravi. Cédric, je te remercie d'être venu. Je sais que ton temps est compté. Il y a encore quelques rendez-vous. Enchanté, merci. Moi aussi. À très bientôt. Et bonne dédicace tantôt. Hein. Oui, je vais chez Filigrane on va se retrouver chez pas longtemps. Ça marche. Merci infiniment. Au plaisir. Au revoir. Tu ne vas pas à Mons cette année? Non. Mons livre, non. Je suis pris ailleurs, je ne sais plus où. À Troll et Légendes, probablement l'année prochaine. D'accord.